Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du vendredi 17 novembre 2007. Alors bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien, Jamal que je salue également, Dylan, bonjour à vous Dylan, on parlait de l'euro NZD hier, il a bien pété sa résistance. Alors oui, l'euro NZD dépasse sa résistance, maintenant voilà, l'analyse a été de swing trading, je pense qu'elle est toujours valide, dans le sens que bien que l'euro progresse, on a le NZD qui arrive sur un niveau de support et à mon avis la progression devrait se faire. En tout cas, c'est mon opinion. Mais nous allons voir ça plus en détail dans quelques instants. Alors bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien, Frédéric Bad, Frédéric Serna également. Alors l'euro yen de la part de Bruno, on va y arriver. On va faire un tour des paires en euros. On commence tout de suite par l'avertissement égal sur les risques. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. On fait le point sur les marchés américains et asiatiques d'hier. On peut voir que, à l'inverse de ce qu'on connaissait ce début de semaine, on a eu un retour de l'appétit pour le risque. Un retour de l'appétit pour le risque qui a été réalisé qui a été suite à l'accord de la part de la Chambre des représentants pour la réforme fiscale américaine. Donc sur 240, sur la majorité de républicains que compose la Chambre des représentants, c'est-à-dire 240 républicains, eh bien, il y en a seulement entre guillemets 13 qui ont fait opposition à ce plan de réforme fiscale. Voilà, 13 sur 242 républicains. Donc voilà, elle est passée, cette réforme fiscale. Maintenant, place au Sénat. Est-ce que le Sénat va valider ou non le texte? Le Sénat, c'est 100 personnes. Il y a 52 républicains dedans. C'est-à-dire que pour passer cette réforme, il faut les républicains n'ont pas droit à plus de 2 personnes divergentes. D'accord? Pas droit à deux sénateurs républicains opposants à la réforme fiscale, sinon la réforme ne sera pas passée. Donc disons que c'est une bonne nouvelle, c'est une première étape qui a été passée pour cette réforme fiscale. Donald Trump a d'ailleurs félicité cette avancée. Maintenant, le plus compliqué reste à venir probablement avec le Sénat. Voilà. Donc le Sénat qui votera d'ici les prochains jours, qui devra voter d'ici les prochains jours ce texte. Donc voilà, on a eu un retour d'appétit pour risque qui s'est traduit par une hausse des marchés actions, le Nasdaq qui fait un nouveau record, plus 1,30%, le Dow Jones, le S&P qui progresse. Ce matin, nous avons le Nikkei, le Hang Seng, le MSCI Pacific. Bref, on a le retour d'appétit pour risque et donc les marchés actions européens se payent ce matin. On regarde le calendrier économique, 9h30, discours de Mario Draghi, alors rien de très important, nous allons voir ça dans un petit instant. 14h30, l'inflation canadienne et ensuite quelques chiffres sur les mises en chantier sur les logements à 14h30 aux États-Unis. Alors nous regardons tout d'abord le site ECB pour savoir le sujet de cette réforme. Alors pour cela nous allons aller dans statistiques. Non, c'est pas bon, c'est recherche publication, conférence séminaire 17. D'accord. Vous voyez que ce n'est pas vraiment très utile. L'utilisation des informations dans ses composantes et l'efficacité des politiques monétaires prudentes. Voilà. En gros, c'est cela. Donc ça va être un débat en plus ou moins avec la banque du Portugal et la BCE. Donc ça va pas être quelque chose de très très important. Voilà. Euh, alors, on fait un tour sur la plateforme Pro Real Time. Pourquoi le yen est-il acheté alors que l'appétit pour le risque revient de la part de Bruno? Alors ça c'est une bonne question. On a un retour, le marché paye un petit peu toutes les, tout pardon, tous les actifs. Alors on va voir si on a eu des statistiques ce matin sur le yen.
Ah non, nous n'avons pas eu de statistiques sur le yen. Écoutez, rebond technique, hein, si nous n'avons pas eu de telles statistiques, il me semble que je n'ai pas loupé d'informations importantes ou en Asie. Donc ça doit être un rebond technique. Alors, laissez-moi vérifier, c'est peut-être que... euh, oui, donc le yen payé. Écoutez, c'est assez étrange, je vous l'accorde. Euh, assez étrange, en effet. C'est probablement un rebond technique parce que d'un point de vue fondamental, il n'y a aucune justification à ce rebond-là. Donc voilà, rien de très méchant. Je vous rappelle que cet appétit pour risque de ce matin est en place sur du court terme. Attention, c'est pas une reprise d'un bull market sur le marché actions. Je préfère le répéter, c'est pas un retour de l'appétit pour risque. On va probablement avoir des marchés actions européens qui vont progresser haut ce matin parce que bon, la hausse a déjà été pricée hier, comme vous pouvez le constater. Donc là on a eu le futur. Donc là les données sont avec les données du futur, donc on n'a pas le gap qui est intégré. Normalement ce matin il y a eu un gap haussier. Donc, euh, donc voilà, les marchés européens sont haussiers ce matin. Et puisque moi j'ai le futur qui est coté en même temps, eh bien, on a une bougie rouge. Mais bon, sachez que les marchés actions ce matin sont haussiers. Donc on fait un tour sur les paires majeures. Oups. Alors, DXY. Tout d'abord, le DXY qui est toujours dans son canal haussier. Tant qu'il se situe dans son canal haussier, personnellement, je reste haussier sur DXY. Maintenant, si on a une cassure à la baisse, ça remettra clairement en cause ce rebond. Et, euh, et dans ce cas, il faudra viser les niveaux de support comme 92-40. Voilà. Mais en attendant, je reste haussier sur le DXY. Je garde ma perspective. D'un point de vue macroéconomique, on a tous les facteurs soutenant une hausse du DXY. Regardez également, vous savez, ce fameux spread allemand-américain. Donc, nous regardons l'euro-dollar. Alors, on va regarder le spread, ce qu'il affiche. Vous voyez que ce spread, eh bien, il est plutôt bon, léger rebond, mais pas aussi violent que celui de l'euro-dollar, si vous me permettez. Regardez un petit peu ce spread qui est parfaitement corrélé à l'euro-dollar et qui est un petit peu en avance. Vous pouvez voir que le rebond sur le spread en noir était légèrement avant celui de l'euro-dollar. Et vous pouvez voir que bon, dès que ce spread repartira à la baisse, ça sera une reprise baissière de l'euro-dollar. Mais on peut voir que le rebond n'est pas forcément très justifié. L'amplitude du rebond de l'euro-dollar n'est pas clairement justifiée par le spread. Voilà. Oui, on a un petit rebond sur le spread, mais de là à justifier le momentum que nous avons eu en début de semaine, bon, il n'y a pas vraiment de justification. C'est pour ça que je garde en grande partie ma perspective baissière sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, comme vous pouvez constater, a deux niveaux de résistance à surveiller. La première, 1,1850. J'ai rédigé un article à ce propos hier, un très bon article d'ailleurs, très complet, donc je vous invite à le lire si vous avez un petit peu de temps. Donc 1,1850 qui correspond à un prix de clôture mensuel de 2005 et qui était un pivot. Donc premier niveau de résistance, ça se vend, l'euro-dollar se vend à ce niveau de prix pour les agressifs, ou alors les 1,20. 1,20, le swap psychologique, voilà, c'est le précédent, presque le précédent plus haut. Donc si on a les 1,20, c'est le dernier niveau à vendre, clairement. Parce que si on a une cassure et une évolution au-dessus des 1,20, ça veut tout simplement dire que le cours, on a une reprise de la tendance haussière. Voilà, donc les ordres vendeurs, c'est soit sous les 1,1850, soit sous les 1,20. Et au-dessus, c'est reprise de la stratégie haussière. Tout simplement. Voilà, donc moi l'euro-dollar, mon plan de trading, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment une vente sous résistance. Maintenant, à vous de le faire selon votre profil de risque et selon les signaux, bien évidemment. Sur le 4 heures, qu'est-ce que nous avons 4 heures, momentum qui s'affaiblit. Vous pouvez voir, regardez sur le 4 heures, le cours a parfaitement clôturé à ces 1,1850. Voilà, c'est vraiment un niveau de résistance solide. Bon après, honnêtement, il n'y a pas 100% de probabilité que euh, que le cours soit baissier sous les 1,1850, il faut garder un bon management et une gestion de risque adéquate, mais voilà, c'est un niveau de résistance qui est très important selon moi.
Alors on fait un tour des paires majeures, ensuite on part sur les paires croisées, l'euro NZD, l'euro yen, voilà. On le fait juste après les paires majeures, si vous me permettez. NZD USD. Le NZD USD 0,68 atteint. On a une baisse. Est-ce que la baisse peut se poursuivre? Oui. Maintenant attention, nous arrivons en fin de semaine. Fin de semaine, c'est le graphique hebdomadaire qui va compter. Le graphique hebdomadaire, s'il clôture en dessous de 0,68, ça sera un signal baissier pour des plus bas. Et le précédent, le prochain support intermédiaire sera celui-ci. Voilà. Et regardez un petit peu en hebdomadaire, nous avons une oblique qui est cassée. On a eu le pullback. Et là, on a la reprise de la tendance baissière. On a la reprise de la tendance baissière. Et donc, d'un point de vue technique, concrètement, le cours du NZD-USD pourrait très bien revenir à 0,65. Mais voilà, en intermédiaire, nous avons comme premier objectif, en cas de clôture du chandelier hebdomadaire en dessous de 0,68, l'objectif sera baissier jusqu'à 0,67. Nous passons sur le GBP. Le GBP-USD en hebdomadaire, bon, consolidation, regardez, hein, c'est chandelier. Chandelier actuel, plus 0,27. Chandelier de la semaine dernière, plus 0,87. Il y a 2 semaines, moins 0,41. Vous voyez qu'il n'y a pas réellement de momentum. La volatilité est très très basse sur le GBP-USD. On a une oblique haussière qui vient soutenir le cours à court terme, étant donné qu'on n'a pas vraiment de catalyseur qui viendrait sanctionner ou profiter à la livre sterling pour le moment. Donc voilà, d'un point de vue technique, je vous rappelle qu'on a un range trading de court terme entre 1,33 et 1,3050. Donc là, je pense que le cours du GBP-USD peut très bien être haussier jusqu'à 1,33. Maintenant, attention, on a cette moyenne mobile à 50 jours qui n'est pas à oublier et qui a fait office de résistance, comme vous pouvez le voir au début du mois de novembre et à la mi-octobre. Nous passons sur l'AUD-USD. L'AUD-USD, c'est toujours baissier. Voilà, on a notre stratégie baissière en place depuis le 7 novembre. 7 novembre, direction les 0,7425. Écoutez, c'est toujours d'actualité, hein, l'AUD qui sous-performe face au dollar. Tout simplement, pas grand chose à dire, mais poursuit de la stratégie baissière. L'euro-dollar, nous l'avons fait. Alors, USD-Yen. L'USD-Yen, retour sur 112,40. Est-ce qu'il faut acheter les 112,40? Moi, j'aurais tendance à vous dire oui. J'aurais même préférence à vous dire oui, étant donné que de plus que le RSI arrive bientôt sur un niveau de support. Alors, en termes de timing, nous ne sommes pas forcément au meilleur moment, étant donné que le momentum est baissier, et vous savez que, d'après la théorie, bien évidemment, le momentum précède l'action du prix. Donc, si le momentum est baissier, tant qu'il ne se retourne pas, c'est-à-dire que le prix a plus de chances d'être baissier. D'accord? Donc, tant que le momentum est orienté à la baisse, il y a une possibilité de baisse ou au moins de consolidation. Maintenant, si on a un rebond du RSI pendant, on va dire, 2 jours, parce que vous voyez qu'en un jour, on peut avoir des faux signaux. Si on a un rebond du RSI de 2 jours, on pourra déjà commencer vraiment à payer l'USD yen. Maintenant, entre vous et moi, d'un point de vue moyen long terme, je pense que les 112,40 sont intéressants à être payés. Voilà. Mais en termes de timing, si voilà, on se fie au timing, le timing sera donné lorsque la RSI s'orientera de nouveau à la hausse et que ça coïncidera avec un USD yen proche du support à 112,40. Voilà. Parce que peut-être que cette poursuite du momentum baissier, vous voyez, cette poursuite sur ce niveau de support qui fonctionne depuis le printemps, qui a fonctionné à 3 reprises, 1, 2, on dirait même 4, 3, 4. 4 fois le momentum a rebondi là-dessus. Donc, si le momentum est parti pour venir sur ce niveau de prix, peut-être que il est possible que le SDN vienne sur sa moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Ce n'est pas un scénario à exclure, du moins. Le SDCHF, retour à notre ancien point d'entrée. Moi, comme vous le savez, je suis toujours un faveur défenseur de l'USDCHF, hausse USDCHF, pour des divergences monétaires, tout comme l'USD yen et tout comme l'euro dollar. Voilà. Donc achat USDCHF, achat USD yen, vente euro dollar. Voilà, ça c'est mes opinions de moyen terme.
Maintenant, à court terme, il semblerait que le DXY n'est pas réellement acheté, comme on l'a vu hier et comme on le voit ce matin. Donc c'est pas forcément la paire, la devise à acheter ce matin, bien qu'il soit sur un niveau de support, attention. Mais on va s'intéresser à d'autres actifs. Donc déjà, on va regarder les paires croisées avec l'euro NZD et l'euro yen. On va poser une question sur ces deux paires. Donc l'euro yen retour, on va dire, à son pivot de son range. Ça semble un petit peu étrange de dire cela. C'est pas le milieu de son range, c'est le point où, disons, il y a le plus de turbulence. Regardez, là la moyenne mobile à 50 jours coïncide avec les 132,62 qui correspond à un prix de clôture mensuel. Donc voilà, là on est sur un niveau d'équilibre pour l'euro yen. Soit il casse et dans ce cas-là l'euro yen revient à 131,67, soit il rebondit et dans ce cas l'euro yen vient chercher 134. Voilà. En tout cas, on peut voir qu'en intraday, l'euro sous-performe le yen. Maintenant, il est sur un niveau de support. On va regarder en 15 minutes ce qu'on a. Voilà, test du niveau de support. Divergence haussière, regardez un petit peu. On a clairement une divergence. Donc, nous avons une divergence haussière sur l'euro yen. Regardez un petit peu ici. Le momentum à plat alors que le prix est baissier. Donc attention, dès qu'on aura une cassure de 56, c'est le précédent, vous voyez plus haut pendant la formation de cette divergence. Donc quand la divergence se situe, oscille entre près de 50, voilà, croix 50, etc. C'est pas forcément facile d'avoir un scénario, d'avoir un signal. Le signal est dans ce cas-là donné, si c'est une divergence haussière, lorsque le RSI casse le précédent plus haut, lorsque le RSI formait la divergence. En l'occurrence, c'était ce moment-là. Vous voyez que la divergence s'est formée pendant toute cette période, et le plus haut de toute cette période était le 16 novembre. Donc si on a le RSI qui casse 58, on aura une divergence haussière, validée, bien évidemment. Maintenant, on peut regarder également sur le 4 heures, peut-être qu'on a une divergence un petit peu mieux, voilà, 47, le RSI qui est à 47, le prix qui est baissier, le momentum qui est baissier également. Donc pas de divergence sur les 4 heures, ce qui limite le potentiel haussier de l'euro yen. Même si, ça veut dire que même si la divergence haussière sur du horaire est validée, nous n'aurons pas un momentum vraiment très important. Ça sera un momentum exploitable uniquement en intraday. Voilà. En tout cas, il est sur le niveau de support. Est-ce que l'euro va tenir sur ce niveau de support? Alors, moi je pense qu'il va être beaucoup travaillé aujourd'hui, ce niveau de support en intraday. Pourquoi? Eh bien parce que l'euro n'est pas forcément payé ce matin. Vous voyez, plus 0,10%, mais en même temps, le dollar, c'est la devise la plus baissière en intraday. Donc, enfin, l'une des devises les plus baissières en intraday, donc c'est pas forcément la devise la plus élevée, l'euro. Et alors que le yen fait pression sur le dollar, sur le NZD, sur l'euro, sur le CAD, sur l'AUD. Voilà. Le yen, c'est la devise la plus forte ce matin. Donc, plutôt une opinion neutre, baissier, voire au mieux neutre sur l'euro yen. Voilà, donc je ne serais pas surpris si l'euro yen travaille cette résistance, ce support, pardon, à 132,63, voire même vient chercher les 132. 132, ça me semble assez loin quand même, mais voilà, 132,40, ça me semble possible. Alors je regarde les questions. Alors bonjour à vous Jean-Yves, alors bonjour à tout le monde, hein, ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, USD 0,75 de la part de François, oui, la USD 0,75 voire même 0,7450, hein, c'était l'objectif de base. Alors l'euro NZD, ensuite l'euro GBP. Voilà, beaucoup de questions sur les paires en euros, je constate depuis le début de la semaine, hein, c'est pas très habituel. Donc l'euro NZD. L'euro NZD, ça va être pareil que l'USD NZD, sauf avec un momentum plus important. Alors on va se mettre en journalier. Vous voyez que l'euro est payé, hein. Regardez ce matin, depuis l'ouverture des marchés européens, l'euro est payé. Donc l'euro est payé, on a une cassure de la résistance. Bien concrètement, là on a un signal haussier. Je vous rappelle que le plan de trading hier, c'était soit on a un échec de la cassure, dans ce cas-là c'était un signal baissier au support à 1,67, soit on avait un breakout, et dans ce cas c'était un signal haussier jusqu'à 1,76, 1,6750.
Pardon. Voilà. Bien que, pour moi, la perspective haussière sur l'euro est assez limitée, l'analyse technique nous a donné un signal haussier. Il faut suivre le signal. Voilà. La conviction, c'est bien, c'est intéressant, mais le signal, c'est beaucoup plus important. Voilà. Et on peut voir d'un point de vue technique, voilà, si on rafraîchit un petit peu cette analyse, on peut tracer un petit peu un canal, voilà, canal. Donc, voilà, l'euro NZD, c'est bullish jusqu'à 1,7650. Nous passons sur l'euro GBP. L'euro GBP échec sur les 0,90. On peut voir que la livre a repris le dessus face à l'euro depuis, et bien que l'euro a testé 0,90. Ce qui nous indique quoi? Ce qui nous indique que le cours n'est pas prêt. Le marché n'est pas prêt de dépasser les 0,90. Tout simplement. Et donc là, on a clairement un scénario de consolidation de range trading qui semble s'installer. Alors cette oblique, nous pouvons l'effacer, étant donné qu'elle a été cassée. Voilà. Donc voilà, sur du journalier, là concrètement le signal est baissier. Si vous voulez pas viser ce support-là, ce qui est totalement compréhensible, eh bien la moyenne mobile à 200 jours fera office d'objectif intermédiaire, que ce soit à l'achat depuis cette base ou à la vente depuis cette résistance. Voilà. Concrètement, plus que ce range trading, l'objectif, la deuxième stratégie, ça peut être tout simplement de vendre jusqu'à la moyenne mobile et d'acheter jusqu'à la moyenne mobile. Voilà. Vous voyez ici, hop, hop. Voilà. J'espère que vous avez compris. Mais c'est cette moyenne mobile qui vient un petit peu donner le point pivot de ce range. C'est le point qui est à surveiller à l'intérieur du range. Tant que le cours se situe à l'intérieur du range, c'est vraiment cette moyenne mobile qui peut faire rebondir le cours avant le support ou la résistance. Alors je regarde de nouveau les questions. Donc l'euro GBP, est-ce qu'il peut remonter, Yannick? Oui, il peut remonter. Maintenant, d'un point de vue technique, moi je le vois remonter soit depuis la moyenne mobile à 200 jours, ou soit depuis ce support. Mais remonter à ce niveau de prix, déjà d'un point de vue fondamental, je ne vois pas réellement comment. D'un point de vue technique, non plus. Voilà. Donc, moi, ça me semble peu possible que l'euro GBP rebondisse. Maintenant, si ça peut, il se peut que ça rebondisse en une journée. Hein. La tendance baissière n'est pas tous les jours, mais voilà, en swing trading, clairement, moi, je vois bien un scénario de range qui se dessine. D'un côté, le Brexit qui pèse un petit peu sur l'économie britannique, comme vous le savez, mais on a quand même la hausse des taux de la BOE qui vient un petit peu quand même rassurer le marché. Et de l'autre côté, nous avons la BCE qui prolonge son QE. Donc on n'a pas forcément de facteurs, vous voyez, divergents qui permet de mettre en place des stratégies soit haussières, soit baissières d'un point de vue long terme sur l'euro GBP. En tout cas, pas pour le moment. Alors stratégie du jour, Frédéric, non, elle n'a pas encore été abordée. Alors l'USDN me demande Jean-Yves. Alors l'USDN Jean-Yves, nous l'avons fait. Je reviens rapidement dessus. L'USDN, on a un niveau de support que le cours est en train de travailler, c'est 112,40, qui est un niveau de prix intéressant selon moi d'un point de vue moyen long terme. Maintenant d'un point de vue technique, en termes de timing, le timing sera donné lorsque le RSI repartira à la hausse. Il pourrait repartir à la hausse si il revient sur ce niveau de support qui fonctionne depuis le printemps, ou alors en cas de divergence haussière. Par exemple, une divergence haussière sur du 4 heures plus un rebond sur le support, comme ce qu'on a un petit peu actuellement, regardez actuellement, voilà, divergence baissière, pardon, pas ce point-là, voilà. Point bas de plus en plus bas, point bas de plus en plus haut, divergence baissière, qui n'est pas encore validée, attention, donc pas de précipitation, mais voilà, une divergence haussière en H4 plus un support, là, techniquement, je parle bien techniquement, même ça me dit bien de rentrer à l'achat à ce niveau de prix. Honnêtement, 112,50, 60.
avec une divergence, une gestion de stop. Maintenant, l'USD Yen, honnêtement, au vu de la tendance du dollar ce matin, maintenant ça me semble un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas attendre la clôture. Voilà, la clôture, ça sera plus sûr. Mais en tout cas, là, on arrive à un timing qui est probablement intéressant pour passer à l'achat. Alors, la paire du jour. Donc déjà, la devise à vendre, mis à part, alors déjà c'est le dollar, hein, si vous regardez le dollar ou le CAD, regardez, dollar baissier, dollar CAD neutre. NZD encore plus baissier, 0,83%. NZD sa devise à vendre, la devise à acheter. Alors, mis à part le yen, parce que comme vous savez, NZD yen, c'est une paire qui est tradée pendant la séance asiatique. Donc soit GBP, soit CHF, soit euro, soit USD, ou soit CAD. Alors, l'euro USD légèrement haussier. Eh bien, le CHF a l'air plutôt intéressant. Regardons un petit peu même le GBP. On sent que le GBP, ça va être la devise. La devise, bien qu'on est déjà dessus, GBP, CHF, GBP Yen, on est déjà à l'achat, mais GBP NZD, ça va peut-être être très intéressant en intraday. Voilà, très bon. Voilà, regardez un petit peu, je me souviens quand on avait donné cet objectif-là, qui avait été atteint. Mais vous pouvez voir que même, imaginons, cet objectif a été donné en retard. Il avait été donné 2 jours après. C'est-à-dire on aurait eu un gap baissier. On aurait eu, pardon, une baisse. Et bien, même avec cette baisse, vous voyez que, au final, d'un point de vue fondamental, eh bien, le côté fondamental soutient plus le GBP que le NZD pour le moment. Donc, au final, voilà, même si ça avait été donné en retard, le fondamental est extrêmement important. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Bref, le GBP NZD en intraday est à 1,9474. Ben écoutez, stratégie haussière jusqu'à 1,95, voire même 1,96. Bon, 1,95, nous sommes relativement proches. Nous sommes à une 25 pips. Mais 1,96, ça se joue. Voilà, 1,96 se joue. Regardons le momentum, s'il n'indique pas de stratégie baissière. Momentum journalier haussier. Momentum 4 heures haussier. Bien haussier d'ailleurs. Momentum 1 heure haussier. Bon, il arrive dans une zone d'excès. Mais bon, 1,95, ça se vend en intraday. Et ensuite, on aura probablement une consolidation à ce niveau-là. Consolidation en dessous des 1,95 et ensuite reprise haussière jusqu'à 1,96, etc., etc. Alors, on va essayer. Je vais retracer un petit peu ces niveaux de support résistance. Ça fait quand même pas mal de temps, donc on va faire ça ensemble. Là, ceux qui ne savent pas comment je fonctionne vont le découvrir. Alors, je prends le graphique mensuel et je vais tracer les pivots. Qu'est-ce que j'appelle un pivot? Eh bien, un pivot est, selon moi, un niveau où le cours a rebondi ou retracé. Donc là, on peut voir ce prix clôture mensuel a fait office de résistance. Et donc, le cours est susceptible de réagir sur ce niveau-là actuellement. Enfin, quand il reviendra. Donc, plus, vous voyez, plus le cours a stoppé une série longue et plus ce pivot est important. C'est-à-dire que celui-là va être extrêmement important parce que vous voyez qu'il a stoppé une hausse de 4 mois consécutifs avec 2 mois qui étaient extrêmement haussiers. Alors, on peut poursuivre. Alors, nous avons celui-là, ce pivot. Nous avons également celui-ci. Et bien évidemment, plus il est ancien, ce pivot, et plus il va être important. Et écoutez, j'ai bien l'impression que, voilà, on va en tracer un intermédiaire, ça va être celui-ci, qui correspond à 2.
Voilà, donc 2, c'est la prochaine stratégie de swing trading. Voilà, 2, c'est vraiment, je pense que ça va être atteint d'ici les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année. Voilà, donc le GBP/NZD en intraday direction 1,95, en swing moyen terme 2. Alors, beaucoup de questions. Alors, bonjour, peut-on suivre le discours de Mario Draghi en live? Alors, d'accord, nous allons le suivre, hein, Gaëtan. Alors, je ne sais pas si ça va être en live ou si c'est pas juste un communiqué. Donc, nous allons voir ça ensemble. Mais honnêtement, en fin de compte, je sais même pas pourquoi je dis oui, parce que c'est pas très important ce qui va être communiqué aujourd'hui. Vous voyez que c'est communication, un discours joint, conférence jointe entre la BCE et la Banque du Portugal au niveau de la politique macro-prudential policies. Donc c'est la politique des chiffres macroéconomiques. Voilà. Donc pas très important. Honnêtement, c'est pas très important. Bonjour. Pourquoi vous dites que s'il y a défection de 2 républicains au Sénat, c'est un refus alors qu'il suffit de quelques démocrates hop pour la réforme pour qu'elle passe? Par ailleurs, vous êtes aussi dollar, donc c'est plutôt dans votre sens. Si elle passe, non. Alors oui, si elle passe, c'est plutôt dans mon sens. Écoutez, pour qu'elle passe au Sénat, il y a 100 personnes au Sénat américain, dont 52 républicains. Donc la majorité, elle est républicaine, et il y en a 52. Ça veut dire que s'il y a 2 républicains qui s'opposent, eh bien c'est 50-50. Parce que, bon, techniquement, normalement, il y a peu de chances que les démocrates ou les autres partis valident cette cette réforme, parce que eh bien la Chambre des représentants, les démocrates ont indiqué que cette baisse des impôts favorisait les riches, etc., etc. Donc voilà, les démocrates en tout cas n'avaient pas l'air très satisfaits de cette réforme. Maintenant, partons du principe qu'ils sont satisfaits. Je parle simplement de ces 2 républicains pour simplement dire que Donald Trump, la Maison Blanche, n'a pas le droit à l'erreur dans son groupe. C'est simplement ça. C'est que il n'y a pas vraiment, voilà, si tous les républicains sont d'accord, sont unis, la réforme passera parce que les républicains ont la majorité au Sénat. Maintenant, s'il y a des oppositions, s'il y a plus de 2 oppositions au sein des républicains, ça pourrait commencer à poser sérieusement problème. Voilà, c'est simplement cela que je dis. Et oui, si la réforme fiscale passe, ça sera bénéfique pour le dollar. Maintenant, ceux qui bénéficieront le plus de cette réforme fiscale, ça sera les marchés actions. Donc, Brigitte, en clair, pour les réformes fiscales, où elles en sont, la réforme fiscale américaine a été votée par la Chambre des représentants hier. C'est bon, elle est validée, elle est passée. Maintenant, le Sénat doit valider le texte de la Chambre des représentants. Si elle ne valide pas, la Chambre des représentants devra modifier. Enfin, le Sénat et la Chambre des représentants devront modifier le texte pour aboutir à un texte final ensemble. La deadline, la Maison Blanche espère, le répète à plusieurs reprises, que cette réforme fiscale sera passée par les 2 parties, par la Chambre des représentants et le Sénat avant Noël. Voilà. Maintenant, depuis une dizaine de jours, il y a des inquiétudes entre la Chambre des représentants et le Sénat. Les inquiétudes se font au niveau de la mise en place de cette réforme fiscale. La Chambre des représentants, il n'y a pas réellement d'inquiétude sur celle-ci. Voilà. La mise en place le plus tôt possible en 2018 avec le taux d'imposition comme la Maison Blanche l'a proposé. Maintenant, le Sénat, ça semble un petit peu plus compliqué. Il y a des inquiétudes comme quoi, eh bien, la baisse du taux d'imposition pourrait être moins important que prévu. Le taux d'imposition des entreprises, pardon, pourrait être moins important que prévu. Et il pourrait être mis en place progressivement dans le temps, c'est-à-dire pas une application directe en 2018. Voilà. Donc il y a eu des inquiétudes sur le marché, ce qui a concrétisé cette baisse des marchés actions. Et c'est pour cela que le marché va être très très réactif à l'annonce du Sénat. S'il y a des démocrates pour comme partout, CF en France, un groupe comme En Marche, on a de la gauche, de la droite dedans, c'est qu'espère Trump justement, merci. Alors oui, de toute façon, Trump, ce qu'il espère, c'est bien évidemment que la réforme fiscale passe. Donc, bien évidemment, à mon avis, il espère que ce soit majoritairement les sénateurs qui votent pour cette réforme.
Maintenant, s'il y a des démocrates, eh bien, ce sera bénéfique pour lui, ça fera passer sa réforme. Je vous rappelle que Donald Trump a un premier échec, son premier grand échec de sa gouvernance, c'est l'Obamacare. Je rappelle que l'Obamacare, c'était une de ses promesses de campagne, et en septembre, l'Obamacare a été statué. Il n'y aura pas de suppression de l'Obamacare. Voilà, donc c'était le premier gros échec de Donald Trump dans sa politique depuis qu'il est président des États-Unis. Donc cette réforme fiscale, si elle ne passe pas, ça créera un sérieux doute sur sa gouvernance. Voilà. Voilà, donc on revient au vif du sujet. Nous revenons sur la plateforme, on continue sur les marchés actions et ensuite on passe sur les matières premières. Donc vous l'aurez compris, la stratégie du jour, hein, GBP-NZD. GBP-NZD, tac. Alors on passe. Eurostox. Alors ne vous fiez pas au chandelier, hein. Le chandelier est haussier, là c'est simplement le futur, hein, qui a clôturé plus haut. Donc 3162. 3162, on a un support à 3157. Ce n'est pas parce que la Chambre des représentants a voté pour que les stratégies bullish jusqu'au précédent sommet peuvent être mises en place. Attention, pas du tout. Le Sénat ne va pas voter cela, déjà la réforme aujourd'hui, elle va la voter la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, ça devrait être plutôt calme. Donc prudence. Voilà. C'est pas parce que la Chambre des représentants a voté cette réforme fiscale, c'est pas parce que le Nasdaq a marqué un nouveau record. Wall Street, c'est vraiment un cas à part. D'accord, c'est vraiment à part. Mais les indices et marchés actions de la zone euro sont encore exposés à cette réforme fiscale. Voilà. On a eu un rebond hier. On a eu un rebond depuis les 50% de retraitement de Fibonacci, qui a un niveau assez intéressant pour passer à l'achat. Maintenant, moi, je pense, et honnêtement, ça serait plutôt bien que l'Eurostoxx vienne chercher les 3500. En fait, que les indices européens retracent 61,8%. Ça serait bien parce que ça permettrait d'avoir des points d'entrée assez intéressants pour ensuite viser les précédents records. Parce que lorsque la réforme fiscale américaine sera validée, sera statuée, sera mise en place, on aura probablement une nouvelle tendance haussière. Nous aurons probablement une tendance haussière jusqu'à les indices européens. Le premier objectif, ça sera un retour au sommet. Voilà, donc plus il ira bas, mieux ça sera pour nos stratégies de moyen terme. Voilà, maintenant, faut pas qu'il n'aille trop bas non plus, hein, mais voilà, j'estime que 61,8%, ça sera un niveau de prix vraiment idéal pour passer à l'achat sur du moyen long terme. À condition, bien évidemment, que la réforme fiscale soit passée. L'IBEX, regardez un petit peu ces 10 000 points, nous en avions parlé en début de semaine. Les 10 000 points, ça se paye, hein, parce que, d'un point de vue technique, si on a une cassure des 10 000, le cours ira s'enfoncer beaucoup plus bas. Donc, si on a un retour à 10 000, je pense que ça vaut le coup pour passer à l'achat. Voilà, c'est mon opinion. Regardez sur le graphique hebdomadaire, on a vraiment un travail sur ce support à 10 000. Donc voilà, concrètement, moi je suis haussier sur les 10 000 points. Enfin, je préfère avoir une opinion haussier sur les 10 000 points sur l'IBEX. Le CAC. CAC, à l'image de l'Eurostoxx, un rebondit depuis 50% de retracement de Fibonacci. On a une petite baisse. On a le point haut qui a peut-être été fait sur les indices, maintenant il va attendre. On n'a pas vraiment de catalyseur aujourd'hui qui viendrait soutenir les indices. Donc voilà, ça devrait être assez neutre sur les marchés actions aujourd'hui. Parce que au vu du calendrier économique, eh bien écoutez, ça me semble peu probable qu'on ait beaucoup de mouvements. Voilà, donc à mon avis, les marchés actions européens vont rester plutôt à l'équilibre. Et le DAX pour finir. DAX c'est pareil, voilà. Niveau de support à 13 000. Le DAX, si au lieu de 61,8, c'est 50% qui sont importants. Pourquoi? Bien parce que le DAX, lui, a les dividendes réinvestis. Donc voilà, il réagit un petit peu différemment que l'Eurostoxx et le CAC 40. Enfin, il réagit de la même façon, mais peut-être avec une amplitude un petit peu moins élevée. En tout cas, à la baisse. Donc 50%, c'est un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat sur du moyen long terme. Voilà. Et enfin, donc les marchés, les pétrole et or.
Alors, pétrole. Pétrole, le cours travaille toujours 55, à mon avis, et c'est ce qui a été indiqué en début de semaine, hein, donc après que l'objectif a été atteint, à mon avis, le pétrole va consolider autour de ces niveaux de prix 56, 55 dollars en attendant la réunion de l'OPEP à la fin du mois, le 30 novembre prochain. L'or. L'or, et ensuite je regarde vos questions. L'or toujours dans son range. On a abandonné notre stratégie de range trading parce que ça, en termes de timing, on arrive quand même à un niveau où même si la réforme fiscale avait un poids important ces dernières semaines, vraiment là, c'est un poids de plus en plus conséquent. Et lorsque la réforme sortira, eh bien, soit ça sera à la hausse, soit à la baisse. Soit une grande déception, et dans ce cas, la réforme fiscale est haussière, ou soit une baisse. D'un point de vue technique, d'un point de vue uniquement technique, j'aurais envie de vendre l'or. J'aurais envie de vendre l'or à 1280, 1282, cette moyenne mobile à 50 jours, jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, ça c'est le plan technique. Plan technique, il n'a pas changé. C'est le range trading. Maintenant, en termes de timing, je pense que c'est quand même assez risqué. Je pense qu'on en a assez bien profité. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Que pensez-vous de l'euro CHF? Eh bien écoutez, l'euro CHF dans le fond c'est haussier. Regardez un petit peu ce biseau ascendant. Alors le biseau qui est souvent une figure de retournement. Donc en cas de clôture à la baisse, on aura probablement un retracement jusqu'à un 14, mais dans le fond, c'est haussier, avec une politique monétaire de la BCE qui a plus de chances d'être durcie, en tout cas plus rapidement que celle de la BNS. Voilà, donc l'euro s'achève. Moi, j'ai plutôt une opinion haussier. Maintenant, à court terme, on peut voir que le cours évolue en haut de son biseau, donc plutôt une sous-performance de l'euro à anticiper sur du court terme. Voilà, je ne serais pas surpris si l'euro commence à consolider, voire revenir sur les 1,60, 1,16 pardon. 1,16, 1,1550, c'est possible. Mais dans le fond, la tendance est clairement haussière, illustrée par ce biseau ascendant, mais également sa moyenne mobile à 50 jours ou 200 jours. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis haussier sur l'euro CHF et je pense qu'il peut clairement venir chercher les 1,18, 1,19, 1,20, 1,20 à long terme. Comment fait-on pour recevoir le rapport de sentiment sur les indices? Vous pensez qu'il est rafraîchi sur quelle période? Alors, sur le site, vous avez que le S&P. Maintenant, si vous allez dans DailyFX+, vous vous inscrivez à DailyFX+, vous aurez accès aux sentiments que j'ai ici, et que bien évidemment vous pouvez avoir alors il ne fonctionne pas aujourd'hui, d'accord. Il y a une mise à jour du sentiment qui est en place. Vous pouvez voir que ça, il y a un petit problème. Donc sinon, pour voir le sentiment, alors vous pouvez peut-être essayer de vous connecter sur le DailyFX+. Peut-être que c'est un autre lien que j'ai. Moi, j'ai un autre lien en interne. Peut-être que le lien, c'est ce lien-là qui ne fonctionne plus. Pour avoir concrètement toutes les informations, tous les signaux des sentiments et toutes les données de tous les indices, vous allez sur DFX+, et il est rafraîchi, il me semble, tous les 6 heures. Donc ce qui est relativement quand même relativement court. Hein. Donc tous les 6 heures, le sentiment est rafraîchi. Voilà, donc essayez d'aller sur DFX+, et normalement ça devrait être bon. Donc vous avez juste à rentrer vos identifiants IG que vous avez reçus par email lors de votre inscription à ce webinaire. GBPNDD 1,95. Bien écoutez Bruno, c'est parfait 1,95, voilà. Bon, on peut même, je dirais, aller plus loin dans cet objectif. On va regarder ça rapidement. Parce que, bon, c'est 25 pips, c'est mieux que rien, mais voilà. Alors GBPNZD. Alors, moi, ce qui m'embête un petit peu sur ce GBPNZD, c'est le RSI horaire, qui est quand même dans une zone assez importante. Regardez un petit peu. On est quand même, d'un point de vue horaire, à un plus haut depuis le mois de septembre. Hein, donc voilà, il est assez important ce momentum. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une baisse. Mais voilà, seuil psychologique 95 plus momentum à court terme en excès, ça pourrait faire office de résistance, tout simplement. Donc, en tout cas en intraday,
Attention, pas en swing trading, je garde mon opinion aussi. Le momentum 4 heures n'est pas en excès. Le momentum journalier n'est pas en excès. Donc voilà, d'un point de vue swing trading moyen terme, l'objectif A2 est toujours d'actualité. Maintenant, à court terme, en horaire, en intraday, honnêtement, 1,95, je pense que le marché va travailler cette zone. On va peut-être avoir des surplus jusqu'à 1,95,15, 1,95,20, mais voilà, on n'ira pas chercher 1,95,50 ou 1,96, ça m'étonnerait. En intraday, attention. Alors les dernières questions, USD MXN, oula, USD MXN Dylan, alors je ne suis pas du tout un expert de l'USD MXN, hein. Politique monétaire de la Banque centrale du Mexique, je ne suis pas du tout. Donc voilà, honnêtement, je vais faire que l'analyse technique. Alors, USD MXN, mensuel. Voilà, il y a 3 niveaux de prix. Niveau de prix intéressant à payer à 18,87. 18,87 niveau de support. Maintenant attention, attention, nous avons une divergence baissière en place. Une belle divergence baissière, regardez cela. C'est vraiment à ne pas louper, hein. Celle-ci, elle est quand même assez importante, hein. Belle divergence baissière sur l'USD MXN. Donc concrètement, le cours pourrait revenir à court terme à 18,87. 18,87. Voilà. Maintenant, honnêtement, à moyen long terme, je ne connais presque pas la politique monétaire de la Banque centrale du Mexique. Donc honnêtement, voilà, je ne préfère pas vous dire de bêtises. Je ne vais pas vous dire un scénario juste pour vous donner un scénario. Donc voilà. Voilà, Dylan, donc pour l'USD MXN, attention, la divergence baissière sur le journalier qui n'est pas encore validée. Mais en cas de clôture en dessous de 50, ça sera un signal baissier. Et le premier objectif sera 18,87. Écoutez, c'est parfait. Si votre harmonique indique une baisse également en daily, écoutez, c'est bien, c'est très bien. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Donc, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site dailyfx.fr pour plus d'actualités. Sinon, nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le prochain webinaire. Et avant de partir, attention, attendez. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la nuit du trading qui est organisée par IG jeudi prochain. L'équipe DailyFX, l'équipe des analystes DailyFX, l'équipe des analystes d'IG seront présents. Je vous invite à participer. C'est un événement vraiment très important. Il y aura beaucoup d'intervenants externes vraiment de qualité. Donc voilà, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire. Vous allez sur le site IG. Vous ne pouvez pas louper. C'est IG et vous allez sur la page d'accueil et vous avez la nuit du training. Voilà, réservez votre place. Vous mettez vos coordonnées. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Alors, la nuit du trading se passe à Paris, jeudi 23 novembre. Maintenant, sachez que pour ceux qui ne pourront pas participer parce qu'ils habitent trop loin ou parce qu'ils n'ont pas le temps, il sera en ligne, en live, retransmis en live sur le site DailyFX, DailyFX TV. Ouais. Donc ça sera de 18h à minuit environ. Vous avez le programme, hein, de toute façon ici. Voir le programme de la soirée. Donc de 18h à 11h, pardon, il me semble. Ça sera en live sur DailyFX. Donc vous aurez juste à cliquer là, qui est sur YouTube, et vous tomberez sur la chaîne d'IG. IG Live. Voilà. Donc pour ceux qui, de toute façon, nous tweeterons ça sur les réseaux sociaux, hein, nous posterons ça un petit peu partout, mais sachez que pour ceux qui ne pourront pas participer, ça sera retransmis sur DailyFX TV. Mais bon, vous ne pourrez pas nous voir l'équipe DailyFX, étant donné que nous ne serons pas, sur scène, nous aurons un stand, etc. Nous parlerons avec les invités, avec tout le monde, tout simplement. Seront plus là pour animer, ce qui me va très bien. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée, bon week-end et à lundi pour le prochain webinaire.